Bonjour à tous, aujourd'hui, en compagnie de notre Clovis national, on va parler des vieux optiques sur des caméras modernes. Tu dis des vieux optiques, Ouais. un optique toi. Ah putain, c'est vrai, putain, je recommence. Ça Wow. me saoule. Ah non, mais attends, non, mais après c'est... Non, mais après... faut pas présumer le genre. Non, hein, parce que 2021. déjà après, t'as 20 commentaires là-dessus, ça me saoule. Donc c'est Ok. quoi, c'est une optique? Ah, c'est... Non, mais sérieusement. Him ou... D'ailleurs, c'est optics. Non, c'est une optique. Une optique, un objectif, une optique. Ah, je vais dire des objectifs, comme ça, ça me casse. Vas-y. Parce qu'on dit pas une objectif. Un objectif. Bonjour à tous, en compagnie de notre Clovis national, on va parler des objectifs, des vieux objectifs sur des caméras modernes. Voilà, c'est con, Et mais voilà. Ils ne comprennent pas pourquoi tu te marres, ils pensent que c'est l'optique qui est rigolo. Ben ouais, mais non. On va parler des vieilles optiques. Ouais. Alors des vieux, hein, pas des optiques qui a 10 ans ou Des 20 vieilles. ans. Non, c'est un objectif. Je disais. Non, optique. Allez, de toute façon là, quoi qu'il arrive, je coupe pas. Bonjour à tous, aujourd'hui en compagnie de notre Clovis national, on va Salut à tous. parler des vieux optiques. Des vieilles optiques. Allez, c'est la dernière fois. la dernière fois. C'est vrai parce que moi je dis toujours un optique quoi. Oui, mais après, t'as fait quoi comme étude? Enfin, est-ce que t'as fait des études? Non, j'ai pas fait d'études. Voilà, c'est ça. L'école de l'armée, quoi. J'ai passé mon bac à 22 ans, ce qui est vrai. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Est-ce qu'on peut y aller? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre grand Clovis national. Merci. D'ailleurs, on- grand, on pourrait le faire debout peut-être? Non, on le reste assis, on est très bien, on est à l'aise, on est tranquille. Ok, ça va. Voilà, ça t'es ok? va. Bon. Ça va, ça va, Ok? on est d'accord. T'as compris? C'est bon, ouais. Voilà, c'est justement pour être à ton avantage que je fais ça. Bah, c'est très gentil. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est moi qui ai le tabouret Mais le plus parce petit que, mais c'est un effet optique, en fin de compte, je suis plus grand que toi. Et donc aujourd'hui, on va parler des vieilles optiques. Oui, Je l'ai dit, c'est bon. Des vieilles. Des vieilles optiques. Yeah. Un peu vintage, un peu. Mais toi, pas des optiques de 3 ans, tu vois. Non, bien plus vieille que ça. Plus vieux que 10 ans. Plus 20 ans, 30 ans, 50 ans. 60 même. Purée. Ouais. Sur des caméras un peu plus modernes, comme des hybrides et des petites caméscopes d'Arty, quoi. Voilà. Non, en tout cas sur les hybrides et puis sur les caméras, sur les capteurs récents en fait. Simplement. Ah, les ouais. capteurs surdéfinis, les 4K, les 6K, les 8K. D'abord, est-ce que ça a un avantage? Parce qu'on parle tout de suite comme si ça avait des avantages, mais d'abord, est-ce que ça a réellement un avantage, toi qui es expert dans les vieilles optiques? Alors, oui, vieilles optiques. Sur les vieilles, c'est pas on sur dit l'expertise. pas. Ouais. On raconte pas la vie passée de manière. Hein. Ça, c'est un pan de ma vie fini. Mais est-ce qu'il y a un avantage? Il y a plein d'avantages à tourner avec des vieilles optiques. Il y a plein de désavantages aussi, mais il y a plein d'avantages. D'accord. Le premier avantage, c'est le prix. Simplement, c'est con, mais une optique qui est sortie il y a longtemps, qui a eu beaucoup de séries qui sont sorties de cette optique, bah forcément les coûts ont baissé, et puis c'est l'optique qu'on trouve d'occasion et tout sans problème. Premier avantage. Ouais, mais attends, je reviens. Est-ce que du coup, après, le prix des optiques ne remonte pas? On va y revenir. Ah là là Merci. là là là. On a eu des Je optiques. sens cette vidéo excitante. Ouais, il y a des optiques. Eh bien, il y a un cas d'optique, effectivement, chez Canon, où l'optique, finalement, plus personne n'en voulait après qu'elle a été sortie. Elle a eu très peu de... Et là, maintenant, en 2021, c'est parce que... Elle donne l'année, quoi. Ouais, elle donne, je suis à l'heure de l'année. En 2021, c'est à présent les optiques les plus chères du monde, l'optique sphérique les plus chères du monde, alors que littéralement, à 10 000 balles la série, en 2010, personne n'en voulait, même pas avec un bâton. Ouais. Personne ne voulait y toucher. Et maintenant, c'est à Et combien? maintenant, autour des 200-235 000 la série. Oh, Voilà. Ah, c'est pire que le Bitcoin. Voilà. C'est les K35 pour ceux qui sont intéressés. De Voilà. 10 000 à 230 000, quoi. Ouais. Il aurait fallu en surtout, acheter au moins 10 séries comme ça. mais surtout, il faut en trouver en fait. Alors à 230 000, on commence à nouveau en retrouver. C'est-à-dire que quand elles étaient à 100 000, 150 000, on n'en trouvait pas trop. À 200 000, les gens, quand disaient, mais dis donc, on s'achète une maison si je vends cette vieille série d'objets que j'ai achetée à 7 000 balles en 2009. Donc voilà, du coup, on en retrouve un peu maintenant. Genre, je crois qu'il y en a 2 en ce moment en vente, des séries, mais ouais. Et uniquement pourquoi? Parce qu'elles sont vintage et parce qu'elles ont plein de défauts. Et c'est ça, en fait, qui est ouf chez les vieilles optiques, c'est qu'on va pas chercher la perfection dans les vieilles optiques, on va chercher du défaut, on va chercher du flair, de la douceur, des contrastes, de la dessate, voilà. Et c'est tous ces trucs-là, des accidents, en fait, qui vont donner de la vie à l'image, c'est ça qu'on va chercher chez les vieilles optiques. D'accord. Et pourquoi? Et oui, pourquoi? Et pourquoi?
Pourquoi? Alors, Est-ce que tu es en train de dire qu'on est en train un peu de toucher un peu trop le plafond avec ces capteurs qui sont surdéfinis, ces images qui sont surtraitées et tout? Est-ce que d'un seul coup, on n'a pas envie de revenir un peu à l'âge de glace? eh bien, écoute, oui, tout à fait. Là, tu me coupes l'herbe sous le pied. J'allais expliquer tout ça. Tu l'as dit avec des mots tellement simples. Tout à fait. En fait, on a des capteurs qui sont tellement définis à présent que si on met des verres extrêmement définis, très piqués, très contrastés et tout, eh ben, en fait, on va donner une image qui va être surréelle, en fait, qui va bien trop s'apparenter à ce qu'on peut voir à l'œil nu ou dans les JT, les journaux télévisés, tu vois. Ouais. Une image trop définie, trop vraie. Et puis, du coup, ça va casser un petit peu. Alors que, quand on prend des vieilles optiques, on va chercher un caractère, un charme, chercher à raconter quelque chose. Et donc, en fait, on va prendre l'objectif qui va complémenter la vision du film qu'on veut faire. En plus de ça, faire une optique qui est propre, qui est clinique. On ne savait pas trop le faire à l'époque. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et en fait, on sait tous où on va aller. Tous les fabricants vont dans la même direction. On veut très peu de flair, très contrôlé. Ouais. On veut un minimum de focus breathing. On veut qu'on soit net au centre et sur les bords. On veut pas de teinte, ni bleu, ni jaune, ni machin. On sait où on va. Et donc, à partir du moment où on a la technologie pour le faire, que ce soit Zeiss, que ce soit, je sais pas, Cooke, que ce soit Leica, on est capable d'aller dans cette direction-là. Et donc, au final, on va avoir finalement des tout petits point de divergence entre tous ces fabricants, mais on est tous au même endroit. Par contre, si on prend les optiques de l'époque, où chacun allait de manière un petit peu artisanale, avec son traitement, avec son polissage de verre, etc., chacun mettait sa patte. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis l'explosion d'une marque qui a donné un truc incroyable au cinéma. Cooke, le look Cooke, ou le Cooke look, je ne sais pas dans quel sens on dit ça. Mais le look Cooke était une image très chaude, très ronde, un peu ce que nous appellerait maintenant vintage. Ouais. Et en fait, ça a favorisé énormément cette marque Cooke. Et par la suite, je dois avouer personnellement, je trouve qu'ils ont perdu cette notion de look Cooke pour revenir avec quelque chose avec des verres qui étaient beaucoup plus précis, chirurgicaux, cliniques. Ouais. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question. D'ailleurs, C'est déjà les avantages. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans une transition où on va dire que toutes les caméras qui sortent encore aujourd'hui sont principalement sur des capteurs un peu full frame. Et là, ça coince parce que malheureusement, tous ces vieilles optiques, leur champ de couverture ne peuvent pas assurer de tels capteurs. Alors oui, dans le milieu cinéma. Mais si on peut faire une petite aparté rapidement, parce que tu sais, il y a toute la gamme des optiques photo. Par exemple, tiens, hop, prenons des optiques qui étaient très cotées à l'époque, c'est les Zeiss Contax. Alors, les Zeiss Contax, donc développés par Zeiss, voilà, pour les boîtiers avec monture Contax. Ce sont des optiques avec des traitements Zeiss, donc des T-coatings, c'est les mêmes qu'ils utilisaient pour les super speed de l'époque. Et ces optiques-là, c'est des optiques photo. Elles couvrent le 24-36. Ouais. Donc le full frame. Forcément. Voilà. Ouais. Mais ça reste des optiques photo. Ouais. Donc forcément pas adaptées complètement à la prise de vue vidéo. Il y a plusieurs défauts, je ne sais pas si on a le temps d'en parler ou pas. Oui, c'est-à-dire que déjà, en gros, il n'y a pas l'ergonomie du fait que, par exemple, au niveau des bagues, elles ne soient pas crantées. C'est ça, on est obligé d'en rajouter. Voilà, et puis franchement… On a une course de points qui est beaucoup plus courte que sur les optiques, donc beaucoup plus difficile à pointer pour trouver forcément. Le point. Il y a du focus breathing, donc le focus breathing c'est le pompage, c'est le fait au moment où on change la netteté, le point. Qu'il y a un petit effet zoom qui apparaisse. C'est ça, on ne reste pas à la même focale. Ouais. Voilà, et puis après, il y a ces histoires de monture, même si maintenant, on peut essayer de tout adapter en PL. Donc ça, donc si les optiques viennent de la photo, ça, il y a moins de risques qu'on ait justement pas ce problème de full frame. Mais si on parle justement des optiques qui sont à la base ciné, quoi, qui ont été conçues pour justement de la taille Super 35. Voilà, après c'est exactement ça le problème. C'est que à cette époque-là, j'allais en parler de l'ingénieux 2870 optique photo carrossé ciné. Parce que là, il a un look un peu moderne. Hein. Mais en fait, c'est trompeur puisque ce n'est que le carrossage qui a été refait entièrement. Exactement. Par PS Technique, c'est ça? Non, ça c'est Kim Cameras qui a fait ça. Ouais. Et donc effectivement, c'est un 2870. La dernière optique photo d'ingénieux, avant qu'ils se mettent vraiment à passer dans la gamme cinéma. Ouais. Et donc voilà, recarrossé. Et donc on peut voir que on a nos bagues, tout est… bague de poing est agrandi, etc. Mais il a fallu, je sais pas, ça vaut des milliers et des cents de faire changer ça. 3000 balles, super cher de recarrosser. Ah oui, ça démultiplie le prix de l'optique de ouf.
Mais donc du coup, à l'époque, effectivement, les optiques qui sont développées, ce sont principalement des optiques Super 35. Ouais. À quelques exceptions près. Il y a Ouais. quelques optiques chez Zeiss, les classiques et les Géo, notamment le 50, qui couvraient, mais c'est accidentel, quoi. Ouais. Voilà. Et puis donc les fameux 435 dont on parlait tout à l'heure de chez Canon, qui eux à la base viennent d'une formule photo. Et qui après ont été, la formule optique a été reprise par Canon pour la recarrosser dans le monde du cinéma, etc. Mais bon, c'était une exception. La plupart des optiques ne couvrent que le Super 35. Voilà. Et là, c'est problématique, là, parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, un nombre de caméras qui sortent et qui sont principalement, alors je dirais pas full frame, mais ne serait-ce que, par exemple, l'Epic Dragon, en 6K, où d'un seul coup, on est plus large que du Super 35. Et plus petit que le full frame. Et plus petit que le full frame, donc on est sur un format un peu, pas un format, mais une taille de capteur un peu bâtard. Là, déjà, ça pose problème, quoi. C'est ça. Alors après, il y a des solutions. Par exemple, alors, regarde. Oh purée, il sort son gros engin, là. Là, donc je parlais du Cooke tout à l'heure. Donc celui-là, c'est le Vincent de Cooke, Super 35. Ouais. Derrière, ici, on a le Panasonic S1H, capteur full frame. Alors, passer d'une monture L du S1H à la PL, c'est facile, il y a plein d'adaptateurs qui existent. Là, nous, on utilise un Metabone, mais il y en a dans... Alors, et alors, on précise que c'est uniquement un adaptateur mécanique. Hein. C'est que mécanique. Il y a, voilà, il n'y a pas du verre, il n'y a pas d'optique, il n'y a rien. Ah oui, c'est simplement monture. C'est ça, il n'y a même pas d'électronique, parce qu'ici, il n'y a pas d'électronique. La particularité du coup de cette optique, c'est qu'elle ne couvre pas le capteur du S1H. C'est bien là le problème. Mais, même si c'est un problème, là, il y a beaucoup de caméras qui ont un capteur full frame et qui proposent, même en fait, je pense toutes, hein, à l'exception peut-être de la Mini LF qui a mis du temps à l'implémenter, mais toutes les caméras, en fait, qui ont un capteur full frame proposent maintenant de faire un crop en Super 35, principalement pour pouvoir utiliser toutes ces vieilles optiques. Et quand on dit vieille, c'est pas forcément vieille d'il y a 60 ans. Ça, c'est une optique qui est sortie en 70, 71. 71, ouais. Donc, c'est pas Kubrick l'a utilisé. Kubrick a utilisé tellement d'optiques. Oh Kubrick est un malade des optiques. Surtout du zoom. Mais du coup, ils ont. C'est pas que pour ces vieilles optiques-là que tu as la possibilité de passer en Super 35, mais aussi pour pouvoir utiliser d'autres optiques qui sont finalement sorties il n'y a pas longtemps, des optiques récentes, les S4, S4 Mini, les Ultra Prime, Master Prime, qui sont pas forcément des optiques très très vieilles, ouais. Mais du coup, on va quand même pouvoir utiliser avec nos caméras full frame. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et c'est ça, c'est toujours la question. Alors, le look Cooke, le look que va nous donner ces vieilles optiques, et c'est souvent un look qui est très rond, très chaud, très organique, avec beaucoup d'imperfections. Alors, plus évidemment on va loin, moins on a de la perfection, évidemment. Alors après, c'est vrai que c'est difficile de définir hein, ce fameux look. Hein. Parce que là, c'est ultra... Enfin, moi-même, je le ressens en utilisant le Cooke. Là, j'ai utilisé le Cooke Vincent. Et c'est vrai que d'un seul coup, il se passe quelque chose, mais... Je veux dire, tu sais pas quoi. Et en plus, alors tu te dis, c'est peut-être l'évolution de la profondeur de champ, mais non, parce que ça, c'est un optique qui ouvre, un zoom qui ouvre à 3.1, alors que sur les optiques fixes, on a des ouvertures comme à 2 et 1.5, donc c'est pas une question de profondeur de champ, mais je sais pas, c'est une question de, effectivement, comme tu dis, le côté rond. Ouais. C'est un côté organique, c'est pas clinique. Tu sens que l'optique, elle vit. Et alors, il y a un truc qu'il faut savoir, mais je pense que si les gens regardent ta chaîne, ils le savent déjà, bien entendu, c'est que plus on s'éloigne du capteur, plus on va faire l'image. Plus on se rapproche du capteur, moins on va faire l'image. Au final, à l'heure actuelle, les capteurs caméra, je veux dire, des capteurs à plus de... J'ai envie de dire même plus de 1000 € simplement, peut-être plus de 1500 € pour des caméras ou 2000 €. En fait, il va y avoir des petites différences, mais tu ne vas pas le sentir. Et plus tu vas t'éloigner du capteur, c'est-à-dire que tu vas mettre une optique, et entre deux capteurs identiques et deux optiques différentes, l'image elle sera vraiment différente. Mais si tu prends 2 fois la même optique sur 2 caméras différentes, tu auras sensiblement la même image. Ce n'est pas le capteur qui fait l'image, c'est l'optique. Et puis, après, ce que tu vas mettre devant l'optique, genre un filtre, évidemment, ça peut changer encore beaucoup plus. Si tu mets de la diff, etc. Puis si tu t'éloignes, après, tu vas avoir la lumière, qui fait encore plus ton image. Et puis après, la lumière, tu as la mise en scène. Et en fait, le plus tu t'éloignes du capteur, le plus ton image va être impactée. Ouais. Donc, les optiques, choisir une optique vieille en fonction des propriétés de l'optique, c'est très important. Et déjà, je pense qu'il faut réussir à essayer d'avoir une vision du projet d'image qu'on veut accomplir. Et après, sélectionner l'optique.
plus ou moins chaude, plus ou moins parfaite. Mais c'est vrai qu'on parle toujours de caméra, mais on parle rarement d'optique, quoi. Non. Et c'est vrai que c'est un combo parce qu'aujourd'hui, on peut mettre n'importe quoi sur n'importe quoi. On n'est pas forcément obligé d'être attribué des optiques sur des caméras. On peut faire un genre de swing, comme on dit dans ton jargon. C'est ça? Oui, c'est ce qu'on dit aux soirées, ouais. Voilà. et donc voilà, comme par exemple, mélanger un optique de 1971 à une caméra qui a 2 ans, quoi. Ouais. C'est incroyable quand même. Et c'est beau cette rencontre du moderne à l'ancien, pour refaire un seul et même objet. Le vieux et le jeune. C'est pareil, c'est aux soirées aussi, on fait ça dans les soirées swing. Donc du coup, c'est vrai que pouvoir sélectionner son optique, déjà, il faut comprendre quel look va accomplir ton objectif. Et il y a un truc important, c'est que pour moi, il n'y a pas que la question du look, il y a aussi la question de l'ergonomie générale de l'objectif. C'est-à-dire que même si celle-là fait une très très belle image, et pour le coup, c'est vrai que c'est une image cinéma avec à peu près n'importe quelle caméra que tu vas mettre derrière. J'ai pas essayé avec du GH5, mais je pense que avec du GH5, c'est très joli. Mais je sais que, tu vois, tu vas pas l'utiliser sur un Ronin S2, tu vas pas l'utiliser sur un rig à l'intérieur d'une voiture. C'est compliqué, là, hein, c'est compliqué. Et de la même manière que tu vas pas utiliser des petites optiques de l'ancien bloc URSS, toutes petites, je sais pas, genre des Helios M44-2, donc les 58 mm, toutes petites, si jamais tu veux avoir un point précis avec comment on appelle ça, avec un pointeur qui sera content, alors que tu vas avoir une course de points toute petite sur ces optiques-là. Il va falloir que l'ergonomie de ton optique match aussi ta façon de tourner. L'ergonomie, pour moi, c'est très important. Tu viens d'avoir une jolie image, mais si tu n'arrives pas à accomplir cette image pour des questions d'intendance, bon, bah, du coup, bien pour toi de pouvoir... Parce que là, c'est compliqué de faire de l'épaule dans cette configuration-là. Bah, avec celui-là, oui, ce sera beaucoup plus simple si tu prends... Si tu prends ça. Tu prends une caméra qui est avec sa XT, tu prends ça, tu auras une bien meilleure ergonomie générale pour pouvoir utiliser ce type d'optique. Ouais. Alors justement, sur pied, tu peux carrément l'utiliser. Alors justement, puisque tu t'as sorti l'Alexa XT+, ce qu'il faut savoir, c'est que, attention, si vous voulez justement coupler cette optique avec cette caméra, il faudra forcément tourner en 2K, parce qu'en 3,2K, on vignette le premier rang focal là, du 20 à 30, on vignette quoi. Ouais. Malheureusement. Donc on est obligé. Moi je l'ai utilisé justement avec l'Alexa XT. Superbe image, vraiment très belle. Et tu as été bloqué sur les Mais j'ai tourné en 2K. Voilà. J'ai tourné en 2K et je ne pouvais pas tourner en. Voilà. Parce qu'en 3,2K, on est un peu plus large en taille de capteur et malheureusement je vignette. Alors après, ça vignette pas non plus des folies, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut cropper un tout petit peu, mais voilà, quoi. Oui, parce que, j'ai pas le ratio en tête du crop en 3,2K, mais je sais que, par exemple, tu vois, sur le S1H, tu fais un crop de 1,5 par rapport au full frame quand on est en Super 35. Donc, c'est pour le coup 1,5 Super 35. C'est le ratio. Il n'y a pas de norme pour le Super 35, vraiment. Je crois 1,4 c'est du Super 35, 1,7 c'est du Super 35, mais on s'accorde pour dire 1,5 normalement. Et le 1,5, lui, il ne croppe pas du tout, même quand tu es au 20 mm. Ne croppe pas, ne vignette pas, pardon, même quand tu es au 20 mm. Ouais. Maintenant, tu sais ce qui serait intéressant, pas si tu as 5 minutes, mais peut-être on pourrait tout à l'heure aller voir Hugues de Paris Optical Center, mettre cette optique ou une autre, hein, je sais pas, tu me dis, mais sur un banc et qu'on puisse voir qu'est-ce que ça dit entre cette optique vieille et une optique, tu sais, récente, qui serait bien corrigée, bien propre, etc. Et on va voir que quand on regarde, j'en suis à ma coupée, hein, mais quand tu regardes une optique sur quand tu fais un bench test, tu vois, quand tu le mets sur un Projo et tout, et que tu vois ton optique, elle est bien alignée, tu n'as pas d'aberration, tu es piqué sur les bords, etc. En gros, genre, tu sais, elle a toutes les notes parfaites. Et ben en fait, c'est pas une bonne optique. Ouais. Pour moi, en tout cas. C'est ça. Pour un ou deux projets, ça peut le faire, mais dans la majeure partie du temps, je pense que une optique comme ça, qui va avoir de la douceur sur les bords, qui peut avoir des problèmes d'alignement et tout, va plus me raconter quelque chose. Et c'est là où en fait les notes sur les optiques. Ouais. Mais du coup, ça implique quand même de la part de l'opérateur de venir et de faire des essais, de regarder, de faire des essais, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément deviner, quoi. Ah, alors un autre truc, effectivement, alors là, pour le coup sur les vieilles optiques, là nous on le voit très souvent ici, faites des essais parce que tu as toujours des petites adaptations à la con à faire. Quand c'est pas des optiques ciné, et que c'est des optiques, tu vois, recarrossées ou cinémodées ou machin, tu as des trucs, la frontale elle tourne devant, ou alors l'optique il se télescope de trop quand tu fais ton point, ou alors la monture c'est une EF et du coup ça bouge un petit peu quand tu fais ton point, il faut trouver des moyens pour la bloquer. C'est généralement pas des soucis que tu as sur des optiques un peu plus récentes.
avec des systèmes de serrage par exemple, où simplement tous les blocs optiques sont bien alignés, la mécanique elle est aux petits oignons, c'est-à-dire la graisse elle est pas partie. Donc les vieilles optiques nécessitent beaucoup d'entretien. Le problème aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Forcément. Donc du coup par moment ça peut être un peu compliqué de bien les entretenir. Voilà, nous on est très contents avec le père Hugues pour... Eh bien allons voir ce père Hugues et on va voir ce qu'il en pense. Eh bien je l'appelle et on voit si on peut passer. Bon ben voilà, on se retrouve chez Paris Optical Center avec Hugues Faure qui va nous passer cette optique sur le projecteur. Voilà. Et qui va nous dire... Pour se poser une question, est-ce que c'est une optique ou un optique? C'est une très bonne question. Voilà. Et comme les lois de l'optique sont impénétrables, je ne saurais répondre à celle-ci. N'importe quoi. Ouais, on va demander au petit Robert et on verra. Alors voilà, est-ce que tu peux nous poser ça sur ton projecteur et nous dire ce que tu fais et nous dire aussi ce que tu en penses, toi, expert de l'optique, de ce vieux zoom de 1971. Ce projecteur va projeter au travers de l'optique l'image d'une mire qui se situe dans le plan focal de l'optique, de façon à observer les défauts induits par l'optique dus à la conception ou au choix technique qui a fait qu'on a créé l'optique de cette façon ou d'une autre. Donc en gros, on envoie une mire, là à la place où ça devrait être le capteur, c'est ça? C'est ça, sur le plan focal. Et on l'envoie à travers l'objectif, cette mire, et grâce à cette mire que tu connais par cœur, tu vas pouvoir voir les défauts et les avantages de cette optique. C'est ça. Yes. Donc pour résumer, un projecteur de diapositive, à la place de la diapositive, on a une mire, à la place de l'objectif du projecteur, on a l'objectif à contrôler. Et ben voilà, c'est très simple. Donc là, on va pas vérifier le tirage en fait là-dessus. Pas sur cet appareil-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Et surtout, montre-nous, parce que là, pour moi, on a bien une image floue, mais qu'est-ce qu'on va regarder exactement? Le flou, justement. Très important. On appelle ça le bokeh et c'est très recherché. Alors, que dit le bokeh? On va avoir du bokeh en C, du bokeh en D, du bokeh en O. C'est la forme que va prendre les points lumineux hors champ, souvent, et qui va créer une atmosphère dans le film. Ça reste de l'artistique, c'est assez peu de technique. On peut l'observer ici, mais on n'aura pas une image qui sera très parlante. Là, on va vraiment se concentrer sur du réglage, sur des centrages, sur du tracking, et effectivement, on pourra avoir des aberrations chromatiques, mais qu'on ne pourra pas spécialement régler hors changement de lentille parfois. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on voit par exemple sur celle-ci? Donc on va déjà pouvoir voir la couverture de l'optique, les différents formats qui peuvent être couverts par ce dernier, qui sont plus ou moins reconnus pour l'optique, sachant que plus on va avoir les longues focales, plus on va se retrouver avec un format large de couvert, mais qui ne sera pas forcément couvert dans une qualité utilisable. On voit aussi du vignettage qui va être dû soit à l'optique, soit à la qualité du projecteur, notamment quand on se situe sur les bords extrêmes de l'image. Et puis on va pouvoir observer la définition. Si on se rapproche un peu, on va pouvoir voir des mires de Siemens et des mires USAF. Qu'est-ce que tu peux dire de cette optique? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux voir en termes d'alignement, de dev, je ne sais pas si on peut le dire exactement maintenant, en termes de défage, tout ça, qu'est-ce que tu vois toi dessus, là par exemple, sur celle-ci? En termes de définition, on va pouvoir voir qu'il est très piqué au centre. On va pouvoir observer à l'œil nu 120, 140 ou 200 paires de lignes par millimètre, et beaucoup plus doux sur les bords. C'est ce qu'on va appeler le cook look. C'est ce qu'on va rechercher en termes d'image quand on prend les optiques cook. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, le cook look. Cook look qui est d'ailleurs marqué sur toutes les boîtes des optiques. On peut voir donc effectivement que cette optique couvre le Super 16 et bien sûr le Super 35. Ok. Sachant par contre que si vous voulez avoir le cook look, on va l'utiliser en format Super 35 puisque sinon on n'aura que le centre de l'image qui sera du coup beaucoup plus piqué et on aura moins ce cook look qui se voit beaucoup sur les bords. Plutôt sur les bords. Oh, ok, très bien. Et alors tiens, justement, on en parlait tout à l'heure, on n'arrivait pas à dire vraiment mettre à poser le doigt sur le cook look. C'est quoi le cook look? Le cook look, c'est un look qui vient du triplet Taylor, qui est une formule optique brevetée par Taylor & Taylor Hobson en 1885. Tu vois Oui. Et qui a été un des derniers ajustements optiques à la main, sans ordinateur et sans gros calcul ou gros calculateur, et qui a permis de corriger beaucoup d'aberrations et d'avoir une ouverture assez exceptionnelle pour l'époque. Je vous laisserai vous documenter là-dessus par rapport aux valeurs réelles, parce que je ne les ai pas en tête. J'ai déjà la date, c'est beaucoup.
Et pour le coup, ça a créé la société Tyler & Tyler Hobson, qui est devenue par la suite, avec pas mal de petites divergences, Cook, et qui fonctionne encore aujourd'hui, qui fabrique encore des optiques. Donc mais le look Cook, là, tu m'expliques du coup d'où vient la technique, le Cook, mais comment est-ce que ça se caractérise dans ton image? Et surtout, est-ce que tu peux le voir là? Est-ce que tu peux On a donc une image très définie au centre, qui va permettre de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, les détails, sans forcément non plus trop arracher. Je pense notamment à la peau. Ouais, la peau, ouais. C'est dur quand c'est trop piqué, la peau. Ça fait toujours mal. On peut voir en l'occurrence que celui-ci est relativement bien centré. Donc pour résumer un centrage, si vous filmez quelqu'un au centre de l'image et que vous floutez, vous faites une bascule de point pour voir le paysage qui est derrière, le centrage optique, c'est le fait que le bokeh se répartisse correctement autour et crée une auréole et pas juste un Elephant Man. Ce qui peut être assez intéressant quand on filme de jolies personnes ou des bâtiments plutôt définis. Bon bah voilà, maintenant vous savez plein de choses à propos des vieilles optiques qu'on monte sur les caméras. D'ailleurs, si vous voulez, nous on a fait pas mal de tests sur tu sais, la plupart des optiques en fait qui sont derrière. Je sais pas si on les voit toutes, non on les voit. Et puis en plus t'es en commande, on voit plus rien. Oh là là. Bon bref, il y a pas mal d'optiques qu'on a, des photos, des ciné, des zooms, des belles, des moins belles, des anamorphiques, des machins. On a fait pas mal de tests. Là on a fait venir un petit modèle et tout, on a tout mis en place. Et on a fait deux, trois petits essais. Ouais. Et cet été, on fera je sais pas quand encore, mais probablement mois d'août, tranquillou. On se fera un live pendant une semaine, 1 heure, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours, où on va aborder les objectifs, parler de ces objets par thème, genre tu vois les vintage, il y aura des vintage, les anciens, les anamorphiques, les clean, les filtres aussi, qu'est-ce que ça change dessus. Et voilà, donc c'était juste voilà. Et savoir aussi si tel objectif vignette ou pas, il y a aussi des histoires de vignettage. Très important parce qu'à chaque fois, on ne sait pas trop entre les objectifs qui sont full frame, d'autres qui ne le sont pas, et en plus tous les formats de taille de capteurs CMOS. Et comme tu as dit, en fait, du Super 35, c'est pas forcément du ratio de 1,5, tu as du 10, du 1,4, donc il y a un peu de tout. Dans le Super 35, c'est pas forcément une taille de capteur qui est précise, ça englobe plein de tailles de capteurs. Donc c'est aussi important de savoir si tel ou tel objectif qui nous intéresse peuvent être montés sur la caméra sans vignetter. Ouais, et puis voilà, mais c'est génial. À quoi ça et ça, ressemble c'est dans sur les quelle flous. chaîne? C'est sur ma chaîne, c'est ça? Tu veux? Tu me les donnes? Moi, je te Ouais. les achète. J'ai réfléchi. J'achète du contenu. Ok, ça marche. Voilà. Tu me donnes la moitié de tout ce que tu prends sur Musiflix? Voilà, c'est exactement. Ah. Maintenant que je peux arrêter de travailler. Bon, bah merci Clovis. Avec plaisir. Voilà, Merci d'être passé. comme d'habitude, on s'abonne, on met le pouce bleu, on met le commentaire pour dire quel est le plus beau. Et moi, je vous retrouve à bientôt. Ciao! Salut!